répondant à l'invitation de Marc-André Sellos, j'ai appelé mon intervention, que j'ai imaginé faire sans images, je l'ai intitulée « D'après nature ». D'après nature, donc le long de la Seine, entre Paris, Rouen et Le Havre, les peintres impressionnistes, retournant sur le motif, donc pour peindre d'après nature, accompli depuis la deuxième moitié du XIXe siècle et jusqu'au milieu des années 20 du siècle dernier, un retour vers le monde vivant. J'en veux pour preuve le parcours de Claude Monet, le long du cours de la Seine, du Havre à Honfleur, de Sainte-Adresse à Paris, de Bénécourt à la Grenouillère, de Bougival à Argenteuil, puis à Rouen, et enfin de Véteuil à Giverny. On voit que dans ce parcours, et dans ce parcours pictural, les villes et les paysages s'enchaînent pour former un territoire continu, contrasté, mais uni par un pacte dont la clé serait contenue dans l'expression forgée par Jean-Christophe Bailly de territoire liquide. Cet itinéraire, le long de la vallée de la Seine, décrit aussi une évolution décisive de l'art de Claude Monet, introduisant de plus en plus le temps qui passe et les heures de la journée dans son approche picturale. Les nymphéas représentant une sorte d'immersion totale dans le sujet. On voit ici des villes et des paysages liés les uns aux autres, villes et nature unies et soumises ensemble au temps qui passe comme au temps qui fait. J'aimais bien commencer par cette référence pour montrer que de mon point de vue, les villes et les paysages avaient un destin lié. Au fond, on ne savait pas très bien établir la limite entre les uns et les autres. Et que quand on voit l'œuvre justement de Claude Monet retournant sur le motif ou peignant d'après nature, il associe dans son œuvre ces éléments pour terminer avec les nymphéas dans une entrée véritablement dans une sorte de presque dans l'abstraction du paysage, comme si on s'en approchait. Cette démarche d'observation et de représentation nous invite à partager une connaissance et à prendre goût à l'observation du monde vivant, celui que les naturalistes, les géologues, les botanistes, les photographes, les artistes ne cessent de décrire et de figurer. Je vois une grande familiarité entre les démarches de l'art, l'observation scientifique des lieux, en marge de la question centrale de ce colloque auquel vous me faites le plaisir de me convier, celui de la nature en ville. Nature et ville, nature en ville, vraie nature des villes, territoire des villes et des campagnes associées, comme dans les fresques d'Ambrogio Lorenzetti, datant de 1337 et de 1339, que l'on peut encore voir dans le palais public de Sienne. Dans leur intitulé même, elles disent quelque chose d'essentiel. Elles s'appellent « Les effets du bon et du mauvais gouvernement des villes ». Et ce que représentent ces deux fresques, c'est d'un côté la ville qui va bien et la campagne qui va bien, et de l'autre côté la ville qui va mal et la campagne qui va mal aussi. Et donc on voit bien que depuis longtemps, on est dans cette conscience qu'il y a un destin lié. La question serait-elle politique ou bien strictement politique ou bien releverait-elle aussi d'un art, celui particulier du projet de transformation et d'aménagement de notre environnement, de la mise en scène et de la maintenance ou de l'entretien, si vous voulez, de ce qu'Olivier de Serres appelait dès 1600 le théâtre d'agriculture et le ménage des champs. Vous avez insisté sur la question du projet, mais aussi de l'entretien. Et on pourrait étendre à l'ensemble de notre cadre de vie
théâtre et ménage de nos territoires, territoires à ménager, à cultiver, à construire, à transformer et à mettre en scène comme des lieux de nature et de culture mêlés. Donc quand je parle, parce que je ne sais pas faire la part des choses entre cette idée qu'on séparerait la nature du reste au fond. J'aimerais développer l'idée de travailler d'après-nature. En effet, lorsque l'on veut aménager un site, on devrait s'en inspirer en l'observant et faire que son climat, son histoire, sa position géographique, son environnement, sa culture soient la matière même de tout projet. Et que tout projet, on le voit bien, est situé. Il est compliqué de parler en général des choses. Travailler d'après nature, ça n'est pas convoquer une idée de nature extérieure qu'on importerait en quelque sorte dans la ville, mais c'est être attentif à la façon dont les lieux se sont constitués pour mieux les transformer. Et j'emploie à dessein le terme transformer pour signifier qu'il y a toujours quelque chose qui précède, quelque chose qui est déjà là, qu'il n'est pas de terrain vierge de situations abstraites de son contexte. Et donc, quoi qu'on fasse, on n'est pas en train de véritablement créer quelque chose, on est en train de transformer une situation, en fait de prendre un héritage pour en faire autre chose et de le céder à ceux qui s'en empareront à leur tour. Afin d'affronter les défis environnementaux, il faudrait tenter de rendre le monde meilleur à partir de chaque situation et renoncer à l'idée folle de vouloir créer le meilleur des mondes, pour reprendre l'expression et la formule d'Edgar Morin. Et donc, je m'inscris dans cette idée qu'à partir de chaque situation, on peut essayer effectivement de rendre chaque lieu meilleur qu'il n'est, meilleur qu'on l'aura trouvé, si vous voulez, de cultiver, de l'améliorer, de l'amender. Et je trouve que cette terminologie, qui est une terminologie d'entretien ou de culture du sol, pourrait s'appliquer à l'ensemble de la ville. Au fond, on pourrait amender ce dont on hérite, sa maison, son quartier, la rue, les espaces publics qui sont pour la plupart du temps constitués, qu'on transforme, qu'on s'approprie, qu'on comprend et qu'on transmet à nouveau. Au fond, on est, pour reprendre l'expression, des paysans des villes, où il faudrait qu'on le soit bien plus. Non pas seulement dans la façon de traiter les espaces extérieurs ou les jardins, mais dans la façon de s'emparer du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire de l'endroit où nous vivons. L'observation attentive et la représentation de notre environnement est, selon moi, le point de départ de tout projet de construction, d'aménagement, de transformation de notre cadre de vie. Et je n'imagine pas entreprendre un projet sans passer du temps à comprendre la situation, à apprendre des lieux sur lesquels et à partir desquels nous intervenons. Et tout commence par un repérage, une reconnaissance des lieux. Et j'aime beaucoup cette expression de reconnaissance. Lorsque j'étudiais dans la section du paysage de l'école d'horticulture, nous avions des cours de reconnaissance des végétaux. Il fallait non seulement les connaître, mais encore les reconnaître, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, et cette idée de reconnaissance du territoire dans lequel on vit, a à voir avec le fait qu'il s'agit non seulement de connaissance, mais de reconnaissance, c'est-à-dire d'une façon d'être en familiarité avec les lieux dont on parle, comme on est en familier avec des arbres, ce qui fait qu'on les reconnaît de loin, y compris quand ils n'ont pas de feuilles, ou y compris par mauvais temps, dans la brume, on se dit à la silhouette que c'est plutôt un peuplier, ou que c'est un peuplier blanc sans doute, et qu'il pousse le long d'une rivière, et qu'il est associé à des saules et à tout un cortège floristique. Et on imagine comme ça
une situation. Et en fait, on peut apprendre de cette manière-là à reconnaître les lieux dans lesquels nous vivons pour pouvoir les transformer, les reconnaître dans leur singularité. On peut dresser un état des lieux en se projetant dans leur transformation. On apprend à mieux les connaître et aussi à les reconnaître. Et je me souviens, quand je travaillais sur l'île de Nantes, au fur et à mesure que nous établissions le plan du projet, on établissait en même temps le plan d'état des lieux. Et plus le projet avançait, plus notre connaissance du terrain s'améliorait, et plus ce plan d'état des lieux prenait de la consistance. Et tout se passe comme si cette reconnaissance des lieux dans lesquels on travaille nous amenait à mieux connaître l'endroit sur lequel on doit intervenir. On pourrait apprendre de la nature en travaillant d'après nature, sans perdre conscience que nous en faisons partie. Et je voudrais reprendre une citation du poète Novalis. Ce terme signifie choisi par Friedrich von Hardenberg, qui signifie terre en friche. Il avait dit « J'appelle nature », il disait « J'appelle nature cette communauté merveilleuse où nous introduit notre corps ». Et j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle dit parfaitement que nous sommes partie de cette nature. La nature ne nous est pas extérieure. C'est pour ça que quand on pose la question ville et nature, nature en ville, nous sommes nous-mêmes partie prenante de la nature. Nous sommes nous-mêmes des êtres vivants et Novalis le dit très bien. J'appelle nature cette communauté merveilleuse où nous introduit notre corps. On pense, quand on pense à l'observation des lieux, à l'observation du monde vivant, à Jean-Henri Fabre dans son Arma de Sérignan du Comtat, dans le Vaucluse, lui rompant avec l'étude de la nature morte pour observer la nature vivante, créant une friche volontairement où les insectes et les araignées prospéreraient, où les rongeurs seraient chez eux, où les oiseaux nidifieraient. Et ce que je trouve admirable dans cet endroit, c'est qu'effectivement, il était destiné à observer la nature vivante, pas seulement les insectes épinglés sur du liège, mais véritablement de pouvoir se mettre en connaissance et en reconnaissance de l'idée de nature. Et donc, quand j'ai préparé cette introduction à un propos que sans doute je serais amené à écourter, j'étais installé dans mon atelier et à ce moment-là, je me suis rendu compte que 2 rouges-gorges étaient rentrés dans l'atelier et voletaient dans l'atelier et s'étaient posés sur le porte-manteau. Et puis comme je me suis levé, ils sont un peu effrayés. Ils sont réfugiés sur une étagère et une bibliothèque. J'ai ouvert en grand les fenêtres et un premier rouge-gorge est sorti, s'est perché sur les bambous qui sont juste à l'extérieur et rentré à nouveau dans la pièce et ressorti. L'autre l'a suivi. Ils sont installés quelques instants sur la branche du bambou, puis sont partis dans le jardin. Et je me disais que cette possibilité d'ouvrir la fenêtre du lieu dans lequel je travaillais était le début d'une relation entre ville et nature. Et il y a tellement de bureaux, d'immeubles que l'on construit conformément à toutes les normes environnementales qui ont un bilan carbone absolument extraordinaire, qui ont une consommation d'énergie tout à fait remarquable et performante, et dans lequel les gens travaillent sans jamais pouvoir ouvrir la fenêtre. Et cette condition qui fait que chacun est enfermé à la fois dans ses certitudes et dans ce bocal, appelle un commentaire qui consiste à ouvrir les fenêtres. Et c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé sur un immeuble de bureaux dans l'île de Nantes, à l'endroit où j'avais développé pendant des années un projet de ville
pour que précisément on puisse faire des bureaux avec des fenêtres qui s'ouvrent, des balcons sur lesquels on puisse sortir. Et ça veut dire que c'est toute une conception du bâtiment, mais de son rapport à l'extérieur, de la conscience du temps qu'il fait et de la vue qu'on peut prendre, du rapport au travail, de l'injonction qui nous est faite d'ouvrir les fenêtres plusieurs fois par jour pour ventiler les pièces dans lesquelles nous sommes ou dont nous travaillons. Et cette simple possibilité d'avoir des fenêtres nombreuses et de pouvoir travailler la fenêtre ouverte, de risquer que des oiseaux entrent, que des papillons pénètrent dans le bureau et qu'on soit amené à les inviter à ressortir dehors, c'est un premier pas vers une conscience du rapport entre ville et nature, et en tout cas sur la question de la nature en ville. Et je prends cet exemple à dessein, il paraît minuscule comme ça, et en même temps déterminant, pour dire que, puisque vous me demandez d'aller assez vite, je veux développer cette idée de la fenêtre pour se prendre un autre exemple. Il se trouve qu'on a transformé à Bègles, juste à la limite de Bordeaux, un ancien centre de tri postal en cité numérique. Et en faisant cela, on a imaginé aussi qu'on pourrait rafraîchir cette nouvel ensemble d'ateliers, de bureaux, de lieux de travail, de lieux dans lesquels s'étaient installés des start-up, toute la communauté numérique de Bordeaux, dans cet ancien centre de tri postal construit en 1978, transformé d'une façon très simple et assez économique et efficace, avec les mêmes éléments, avec le même béton qui avait été coulé en 1978, en récupérant les structures. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu un bâtiment avec des fenêtres qui s'ouvrent et dans lequel le jardin, les espaces extérieurs, apportent de la fraîcheur. Donc on a collecté l'eau de pluie sur les toits, on les a collectés dans des citernes. Ces citernes, on a pompé l'eau dans ces citernes pour arroser la végétation. On a installé une végétation très dense, assez proche des façades. Avec le phénomène d'évapotranspiration, on apporte un environnement frais et on arrive à se passer dans la plupart de ces bureaux des installations d'air conditionné, puisque ce système-là fait baisser la température de 7 à 8 degrés et crée une ambiance agréable et fraîche dans un endroit qui était desséché et difficile à vivre. Donc j'avais imaginé développer d'autres idées. Je vous les épargnerai. Je voulais juste, en termes de conclusion, puisque Philippe Clergeau parlait d'une rivière, il se trouve que mon bureau est à Gentilly et que je l'ai trouvé en faisant une étude pour la réouverture de cette rivière, donc qui prend sa source à Saint-Quentin en Yvelines et qui se jette dans la Seine, place Valubert, après avoir traversé l'îlot dit Poliveau du Jardin des Plantes. Et la réouverture de cette rivière, qui est en train de devenir maintenant une réalité à La Île-et-Rose, à Fresnes, à Arcueil, à Gentilly, change totalement la perception qu'on peut avoir du territoire de la banlieue. Et ce territoire qui apparaît du premier regard comme un territoire désordonné, apparaît soudain comme un espace aussi historique que le centre-ville, aussi porteur d'histoire. On finit par redécouvrir effectivement les aqueducs. On comprend que ces aqueducs, l'aqueduc romain, l'aqueduc de Médicis, l'aqueduc de Belgrand, franchissent la vallée de la Bièvre, que s'ordonnaient le long de cette vallée des coteaux, et qu'on commence à comprendre le dessin des rues, l'implantation des choses, et que ce tissu qui paraissait incompréhensible et inexplicable devient tout d'un coup, s'ordonne, devient véritablement un paysage. Et je trouve que cette idée de retrouver
les Bièvres, au fond, celles-ci et les autres, puisque ce nom vient du vieux nom français pour dire castor, et le mot anglais beaver vient de là. Et donc on comprend que cette présence n'est pas seulement celle d'une rivière, il est l'idée que l'histoire et la géographie réapparaissent avec la rivière, et que la condition, au fond, pour qu'on puisse refonder un rapport entre nature, culture ou nature et enfin ce que j'appelais d'après-nature, c'est aussi effectivement de s'appuyer sur la possibilité de réouvrir ces rivières. Et enfin, j'aurais un dernier mot pour le rapport de la ville et de la campagne, en citant juste une chose, une initiative qui s'appelle Saltus Campus, et qui est une école qui va former des jeunes gens entre Sevran et Courance, pour que des jeunes urbains se mettent à une agriculture de transition, une agriculture où des gens qui sont nés en ville puissent devenir à leur tour des paysans cultivant le sol, si toutefois on arrive à leur trouver de la terre. Et donc je voulais saluer l'initiative de Valentine de Ganay et d'Agnès Sourisseau, et je voudrais juste raconter l'anecdote de Valentine de Ganay. Son père, Jean-Louis de Ganay, propriétaire d'un grand domaine d'un millier d'hectares à Courance, fêtait la production. Il produisait plus de 100 quintaux de blé à l'hectare. Et la récolte étant faite, il buvait un verre à la santé de cette récolte. Et très tôt, à la fin de sa vie, plus exactement, il a eu conscience qu'il était dans une impasse totale. Et il a dit à sa fille, Valentine, voilà, j'ai fait une erreur. Je suis dans une impasse, cette productivité ne conduit nulle part. Et Valentine a fait des études d'agriculture pour reprendre le fermage de ses terres. Et faisant ça, elle en est venue à créer cette école d'agriculture entre la banlieue en Seine-Saint-Denis à Sevran et Courance. Alors je ne sais pas si ça répond totalement aux questions sur le caractère social, ou en tout cas qui intéresse tout le monde, de ce rapport entre la ville et la campagne. J'avais d'autres idées et d'autres histoires, mais on continuera cette conversation, je n'en doute pas, et je m'en tiens là. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous aviez encore au moins 5 minutes, parce que moi j'ai beaucoup aimé votre histoire de Rossignol, et je suis sûr que vous avez encore d'autres histoires à nous raconter. Alors je peux vous laisser encore la parole, parce que franchement... Rossignol, c'est le nom du maire. Moi, c'était simplement des rouges-gorges. C'est vrai, de rouge-gorge. Exactement. Lapsus. J'ai pas vu deux rossignols rentrer dans mon bureau. Je pensais à la suite. Mais je les aurais aussi accueillis très volontiers. Oui. Absolument. Et moi, j'ai beaucoup aimé votre histoire, en tout cas. Est-ce que vous voulez prendre encore 5 minutes Oui, puisqu'on a encore du temps, et franchement, c'est très agréable de vous entendre. Non, je voulais parler de l'ouverture des fenêtres. Je voulais aussi raconter une autre histoire. À Strasbourg, on s'occupe d'un site qui est le site de la COP Alsace. La COP Alsace, c'est une coopérative qui a été créée en 1902, donc alors que l'Alsace-Moselle était allemande, avec un programme qui pourrait être tout à fait un programme d'aujourd'hui. Il s'agissait de produire une alimentation saine, produite dans un environnement proche et vendue à un prix abordable. On entend ça, on est en 1902, et se crée donc cette COP Alsace, Konsumverein, dans le centre de Strasbourg. Et en 1912, cette COP s'installe au bord du Rhin, puisque le Rhin n'était plus une frontière, et donc ils ont installé
des constructions tout à fait remarquables, assez belles, une boulangerie, une cave à vin, enfin tout ce qu'il faut pour nourrir une ville. Et les COP étaient en Alsace, à Strasbourg et partout en Alsace, une véritable institution, c'est-à-dire c'était un service comme un service public dans le village. Et le lieu de la logistique était là, à Strasbourg, au bord du Rhin. Et on a été chargé de sa transformation. Et on s'est dit, voilà, comment on peut prendre cet héritage qui est un héritage de 1911, et puis de 1930 et de 1960, et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et comment l'héritage de la ville industrielle peut répondre aux besoins de la ville contemporaine? Et on a commencé à réfléchir, au fond, aussi à un héritage matériel, celui des bâtiments, mais aussi un héritage immatériel, c'est-à-dire celui de cette idée du circuit court, de l'alimentation saine. Et donc, on a commencé à imaginer qu'il y aurait un rapport entre ce programme d'origine et ce qu'on ferait de ces bâtiments. C'est-à-dire qu'à la place de la salle d'embouteillage, l'idée d'une grande brasserie, à la place de l'atelier de réparation, peut-être des ateliers d'artistes, à la place de la boulangerie, l'économie sociale et solidaire, mais si vous voulez, et c'est venu pas imposé comme ça, comme un programme qui serait venu d'en haut et qui serait tombé, mais effectivement à partir du lieu, à partir de son histoire, à partir de la compréhension de ce qui s'était passé sur ces lieux, et donc là aussi d'une certaine façon d'après-nature ou in situ, si vous voulez, imaginer le rapport au programme et comment peut-on faire le moindre effort pour changer ces bâtiments. Par exemple, il y avait des magasins dans lesquels étaient entreposés des pâtes alimentaires, du sel, etc. Donc des bâtiments très épais, avec une très forte inertie, assez stable thermiquement, avec des planchers portants qui portaient plus d'une tonne. Et il se trouve que les musées de Strasbourg cherchaient un endroit pour faire des réserves. Et que finalement, les conditions nécessaires pour conserver des œuvres d'art ou des pâtes alimentaires ne sont pas fondamentalement différentes. Et qu'on s'est dit qu'il y aurait une économie à mettre les réserves des musées dans l'ancien magasin. Mais personne n'aurait imaginé mettre ce programme à cet endroit-là. C'était une coïncidence, au fond, de comprendre la qualité des lieux pour pouvoir y adapter ce programme. Et vous voyez, cette idée de faire la ville d'après-nature, c'est certes s'intéresser au rapport avec les éléments naturels, mais c'est aussi se servir de la ville comme une ressource pour répondre à nos besoins, se dire que l'héritage qu'on a reçu, il est quelque chose qui nous permet aujourd'hui peut-être de répondre à nos besoins, quoi. Alors, vous voyez, on peut comme ça continuer à cheminer. On peut faire un saut à Nancy, c'est pas très loin de Strasbourg. Nancy, c'est l'école, il y a une école à Nancy qui s'appelle l'école des eaux et forêts. Et je trouve cette terminologie magnifique. Les eaux et les forêts, on a l'impression du titre d'un roman de Marguerite Duras. Enfin, et en même temps, c'est quelque chose de tout à fait concret. Parce qu'au fond, l'eau et la forêt sont deux éléments fondamentaux. Et surtout, deux éléments qu'on trouve en ville, puisqu'on a fait au bord, le long du canal de la Marne au Rhin et le long de la Meurthe, une ville qui est une ville de l'eau, avec la ville de Nancy qui s'ouvre sur le bord de la Meurthe et le long du canal. Et l'élément fondateur de ce quartier nouveau, c'est un jardin d'eau. On a créé un jardin d'1,5 hectare avec des plants d'eau dans lequel poussent des nénuphars, des sagittaires, enfin toutes sortes de plantes, des joncs fleuris, etc. Et ce jardin est l'endroit par lequel les gens de la ville sont venus visiter ces lieux qui étaient les bas quartiers de Nancy, le long du canal,
dans lequel personne n'aurait imaginé aller habiter ou vivre. Et donc, vous voyez, ça, c'est la ville de l'eau et la façon de traiter la ville de l'eau. Et puis ensuite, on s'est occupé de la ville de la forêt, sur le plateau de Haye, où se trouve une très grande forêt domaniale, qui est la forêt de Haye, une très belle forêt. Et on a imaginé aussi que dans ce quartier qui s'appelle le Haut du Lièvre, dans lequel il y avait les 2 plus grandes barres de France qui, leur distance accumulée faisait près d'1 kilomètre, elles accueillaient en 2 bâtiments 1510 habitants dans 3 typologies de logements seulement. Et donc on a transformé cette ville de la forêt en faisant entrer de la forêt de Haye vers le Haut du Lièvre, et c'est devenu le plateau de Haye. Et maintenant, on est en train de transformer les 2 bâtiments qu'on coupe en immeubles grâce à une aide de l'ANRU, enfin du NPRU. Et on fait une chose, c'est qu'on démolit ces bâtiments, mais que tous les produits de la déconstruction, comme il faut dire, on les récupère. Et on a créé dans l'ancien centre commercial un magasin de pièces détachées dans lequel tout le monde va pouvoir, une sorte de ressourcerie, si vous voulez, si le mot n'était pas déposé, dans lequel les gens vont pouvoir acheter des matériaux de construction pour transformer leur maison, leur propre habitat, et donc faire que cet acte de transformation devienne un acte positif. Donc c'est à la fois la forêt, et c'est en même temps une manière de se servir aussi sur ce lieu des carrières Solvay, etc., dans lequel qui était lié à la fabrication de l'acier lorrain, qui nécessitait un traitement particulier. Et donc, vous voyez, au travers de ces exemples, ça veut dire que chaque lieu est un lieu dont on apprend quelque chose, et pas seulement un lieu dans lequel on projette son propre connaissance. C'est-à-dire que j'apprends de Nancy comme j'apprends de Strasbourg, comme j'apprends de Nantes ou des endroits dans lesquels on travaille. Et je pense que cette condition, cette façon de se mettre en condition d'apprentissage est quelque chose qui fait que le rapport entre ville et nature est un rapport qu'on peut construire comme un enjeu culturel majeur. Voilà, je m'en tiendrai là parce que j'ai débordé. Merci infiniment. Alexandre Chemenov, merci beaucoup.